Sans famille, première partie, chapitre 6, mes débuts. Le lendemain, nous nous mîmes en route de bonne heure. Plus de pluie, un ciel bleu et, grâce au vent sec qui avait soufflé pendant la nuit, peu de boue. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les buissons du chemin et les chiens gambadaient autour de nous. De temps en temps, Capi se dressait sur ses pattes de derrière et il me lançait au visage 2 ou 3 aboiements dont je comprenais très bien la signification. « Du courage, disait-il. Car c'était un chien fort intelligent qui savait tout comprendre et toujours se faire comprendre. Bien souvent, j'ai entendu dire qu'il ne lui manquait que la parole, mais je n'ai jamais pensé ainsi. Dans sa queue seule, il y avait plus d'esprit et d'éloquence que dans la langue ou dans les yeux de bien des gens. En tout cas, la parole n'a jamais été utile entre lui et moi. Du premier jour, nous nous sommes tout de suite compris. N'étant jamais sorti de mon village, j'étais curieux de voir une ville. Mais je dois avouer qu'Ussel ne m'éblouit point. Ces vieilles maisons à tourelles, qui font sans doute le bonheur des archéologues, me laissèrent tout à fait indifférent. Une idée emplissait ma tête et obscurcissait mes yeux, ou tout au moins ne leur permettait de voir qu'une seule chose, une boutique de cordonnier. Mes souliers, les souliers promis par Vitalis, l'heure était venue de les chausser. Où était la bienheureuse boutique qui allait me les fournir? Aussi le seul souvenir qui me reste d'Ussel était celui d'une boutique sombre et enfumée située auprès des Halles. Il fallait descendre 3 marches pour entrer, et alors on se trouvait dans une grande salle où la lumière du soleil n'avait assurément jamais pénétré depuis que le toit avait été posé sur la maison. Comment une aussi belle chose que des souliers pouvait-elle se vendre dans un endroit aussi affreux? Cependant, Vitalis savait ce qu'il faisait en venant dans cette boutique, et bientôt j'eus le bonheur de chausser mes pieds dans des souliers ferrés qui pesaient bien 10 fois le poids de mes sabots. La générosité de mon maître ne s'arrêta pas là. Après les souliers, il m'acheta une veste de velours bleu, un pantalon de laine et un chapeau de feutre. Enfin, tout ce qu'il m'avait promis. Du velours pour moi, qui n'avais jamais porté que de la toile, des souliers, un chapeau quand je n'avais eu que mes cheveux pour coiffure, décidément, c'était le meilleur homme du monde, le plus généreux et le plus riche. Il est vrai que le velours était froissé, il est vrai que la laine était râpée, il est vrai qu'il était fort difficile de savoir quelle avait été la couleur primitive du feutre, tant il avait reçu de pluie et de poussière. Mais, ébloui par tant de splendeur, j'étais insensible aux imperfections qui se cachaient sous leur éclat. J'avais hâte de revêtir ces beaux habits, mais avant de me les donner, Vitalis leur fit subir une transformation qui me jeta dans un étonnement douloureux. En rentrant à l'auberge, il prit des ciseaux dans son sac et coupa les 2 jambes de mon pantalon à la hauteur des genoux. Comme je le regardais avec des yeux effarés, « Ceci est ta seule fin, me dit-il, que tu ne ressembles pas à tout le monde. Nous sommes en France. Je t'habille en italien. Si nous allons en Italie, ce qui est possible, je t'habillerai en français. » Cette explication ne faisant pas cesser mon étonnement, il continua. « Que sommes-nous? Des artistes, n'est-ce pas? Des comédiens, qui par leur seul aspect doivent provoquer la curiosité. Crois-tu que si nous allions tantôt sur la place publique, habillés comme des bourgeois ou des paysans, nous forcerions les gens à nous regarder et à s'arrêter autour de nous? Non, n'est-ce pas? Apprends donc que dans la vie, le paraître est quelquefois indispensable. Cela est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. Voilà comment, de français que j'étais le matin, je devins italien avant le soir. Mon pantalon s'arrêtant aux genoux, Vitalis attacha mes bas avec des cordons rouges croisés tout le long de la jambe. Sur mon feutre, il croisa aussi d'autres rubans et il l'orna d'un bouquet de fleurs en laine. Je ne sais pas ce que d'autres auraient pu penser de moi, mais pour être sincère, je dois déclarer que je me trouvais superbe. Et cela devait être
car mon ami Capi, après m'avoir longuement contemplé, me tendit la patte d'un air satisfait. L'approbation que Capi donnait à ma transformation me fut d'autant plus agréable que pendant que j'endossais mes nouveaux vêtements, Joli Cœur s'était campé devant moi et avait imité mes mouvements en les exagérant. Ma toilette terminée, il s'était posé les mains sur les hanches et renversant sa tête en arrière, il s'était mis à rire en poussant des petits cris moqueurs. J'ai entendu dire que c'était une question scientifique intéressante de savoir si les singes riaient. Je pense que ceux qui se sont posé cette question sont des savants en chambre, qui n'ont jamais pris la peine d'étudier les singes. Pour moi, qui pendant longtemps ai vécu dans l'intimité de Joli Cœur, je puis affirmer qu'il riait, et souvent même d'une façon qui me mortifiait. Sans doute son rire n'était pas exactement semblable à celui de l'homme, mais enfin, lorsqu'un sentiment quelconque provoquait sa gaieté, on voyait les coins de sa bouche se tirer en arrière, ses paupières se plissaient, ses mâchoires remuaient rapidement, et ses yeux noirs semblaient lancer des flammes, comme de petits charbons sur lesquels on aurait soufflé. « Nous donnerons demain notre première représentation, dit Vitalis, et tu y figureras. Il faut donc que je te fasse répéter le rôle que je te destine. » Mes yeux étonnés lui dirent que je ne le comprenais pas. « J'entends par rôle ce que tu auras à faire dans cette représentation. Si je t'ai emmené avec moi, ce n'est pas précisément pour te procurer le plaisir de la promenade. Je ne suis pas assez riche pour cela. C'est pour que tu travailles. Et ton travail consistera à jouer la comédie avec mes chiens et Joli Cœur. »« Mais je ne sais pas jouer la comédie !» m'écriai-je effrayée. « C'est justement pour cela que je dois te l'apprendre. Tu penses bien que ce n'est pas naturellement que Capi marche si gracieusement sur ses deux pattes de derrière, pas plus que ce n'est pour son plaisir que Dolce danse à la corde. Capi a appris à se tenir debout sur ses pattes, et Dolce a appris aussi à danser à la corde. Ils ont même dû travailler beaucoup et longtemps pour acquérir ces talents, ainsi que ceux qui les rendent d'habiles comédiens. Eh bien, toi aussi, tu dois travailler pour apprendre les différents rôles que tu joueras avec eux. Mettons-nous donc à l'ouvrage. » J'avais à cette époque des idées tout à fait primitives sur le travail. Je croyais que pour travailler, il fallait bêcher la terre, ou fendre un arbre, ou tailler la pierre, et n'imaginais point autre chose. La pièce que nous allons représenter, continua Vitalis, a pour titre « Le domestique de Monsieur Joli Cœur » ou « Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense ». Voici le sujet. Monsieur Joli Cœur a eu jusqu'à ce jour un domestique dont il est très content, c'est Capi. Mais Capi devient vieux, et d'un autre côté, Monsieur Joli Cœur veut un nouveau domestique. Capi se charge de lui en procurer un, mais ce ne sera pas un chien qui se donnera pour successeur, ce sera un jeune garçon, un paysan nommé Rémi. Comme moi ? Non, pas comme toi, mais toi-même. Tu arrives de ton village pour entrer au service de Joli Cœur. Les singes n'ont pas de domestique. Dans les comédies, ils en ont. Tu arrives donc, et Monsieur Joli Cœur trouve que tu as l'air d'un imbécile. Ce n'est pas amusant, cela. Qu'est-ce que cela te fait, puisque c'est pour rire? D'ailleurs, figure-toi que tu arrives véritablement chez un monsieur pour être domestique, et qu'on te dit, par exemple, de mettre la table. Précisément, voici une qui doit servir dans notre représentation. Avance et dispose le couvert. Sur cette table, il y avait des assiettes, un verre, un couteau, une fourchette et du linge blanc. Comment devait-on arranger tout cela? Comme je me posais ces questions et restais les bras tendus, penché en avant, la bouche ouverte, ne sachant par où commencer, mon maître battit des mains en riant aux éclats. « Bravo !» dit-il. « Bravo ! C'est parfait. Ton jeu de physionomie est excellent. » Le garçon que j'avais avant toi prenait une mine futée et son air disait clairement « Vous allez voir comme je fais bien la bête. Tu ne dis rien, toi. Tu es. Ta naïveté est admirable. » Je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est par là précisément que tu es excellent. Demain, dans quelques jours, tu sauras à merveille ce que tu devras faire.
C'est alors qu'il faudra te rappeler l'embarras que tu éprouves présentement et feindre ce que tu ne sentiras plus. Si tu peux retrouver ce jeu de physionomie et cette attitude, je te prédis le plus beau succès. Quel est ton personnage dans ma comédie? Celui d'un jeune paysan qui n'a rien vu et qui ne sait rien. Il arrive chez un singe et il se trouve plus ignorant et plus maladroit que ce singe. De là, mon sous-titre, le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Plus bête que joli cœur, voilà ton rôle. Pour le jouer dans la perfection, tu n'auras qu'à rester ce que tu es en ce moment. Mais comme cela est impossible, tu devras te rappeler ce que tu as été et devenir par effort d'art ce que tu ne seras plus naturellement. Le domestique de Monsieur Jolicoeur n'était pas une grande comédie et sa représentation ne prenait pas plus de 20 minutes. Mais notre répétition dura près de 3 heures. Vitalis nous faisant recommencer 2 fois, 4 fois, 10 fois la même chose, aux chiens comme à moi. Ceux-ci, en effet, avaient oublié certaines parties de leur rôle, et il fallait les leur apprendre de nouveau. Je fus alors bien surpris de voir la patience et la douceur de notre maître. Ce n'était point ainsi qu'on traitait les bêtes dans notre village, où les jurons et les coups étaient les seuls procédés d'éducation qu'on employa à leur égard. Pour lui, tant que se prolongea cette longue répétition, il ne se fâcha pas une seule fois il ne jura. « Allons, recommençons, disait-il sévèrement, quand ce qu'il avait demandé n'était pas réussi. « C'est mal, Capi, vous ne faites pas attention, joli cœur, vous serez grondé. » Et c'était tout, mais cependant c'était assez. « Eh bien, me dit-il quand la répétition fut terminée, crois-tu que tu t'habitueras à jouer la comédie? Je ne sais pas. Cela t'ennuie-t-il? Non, cela m'amuse. Alors tout ira bien. Tu as de l'intelligence et, ce qui est le plus précieux encore peut-être, de l'attention. Avec de l'attention et de la docilité, on arrive à tout. Vois mes chiens et compare-les à Jolicoeur. Jolicoeur a peut-être plus de vivacité et d'intelligence, mais il n'a pas de docilité. Il apprend facilement ce qu'on lui enseigne, mais il l'oublie aussitôt. D'ailleurs, ce n'est jamais avec plaisir qu'il fait ce qu'on lui demande. Volontiers il se révolterait, et toujours il est contrariant. Cela tient à sa nature, et voilà pourquoi je ne me fâche pas contre lui. Le singe n'a pas, comme le chien, la conscience du devoir, et par là, il lui est très inférieur. Comprends-tu cela? Il me semble. Sois donc attentif, mon garçon. Sois docile. Fais de ton mieux ce que tu dois faire. Dans la vie, tout est là. Causant ainsi, je m'enhardis à lui dire que ce qui m'avait le plus étonné dans cette répétition, ça avait été l'inaltérable patience dont il avait fait preuve, aussi bien avec Jolicoeur et les chiens qu'avec moi. Il se mit alors à sourire doucement. « On voit bien, me dit-il, que tu n'as vécu jusqu'à ce jour qu'avec des paysans durs aux bêtes et qui croient qu'on doit conduire celle-ci le bâton toujours levé. »« Maman Barberin était très douce pour notre vache la Roussette, lui dis-je. »« Elle avait raison, reprit-il. Tu me donnes une bonne idée de maman Barberin. C'est qu'elle savait ce que les gens de campagne ignorent trop souvent, qu'on obtient peu de choses par la brutalité, tandis qu'on obtient beaucoup, pour ne pas dire tout, par la douceur. Pour moi, c'est en ne me fâchant jamais contre mes bêtes que j'ai fait d'elles ce qu'elles sont. Si je les avais battues, elles seraient craintives, et la crainte paralyse l'intelligence. Au reste, en me laissant aller à la colère avec elles, je ne serais pas moi-même ce que je suis, et je n'aurais pas acquis cette patience à toute épreuve qui m'a gagné ta confiance. C'est que qui instruit les autres s'instruit soi-même. Mes chiens m'ont donné autant de leçons qu'ils en ont reçu de moi. J'ai développé leur intelligence et ils m'ont formé le caractère. Ce que j'entendais me parut si étrange que je me mis à rire. Tu trouves cela bien bizarre, n'est-ce pas, qu'un chien puisse donner des leçons à un homme? Et cependant, rien n'est plus vrai. Réfléchis un peu. Admets-tu qu'un chien subisse l'influence de son maître? Oh oui, bien sûr.
Alors tu vas comprendre que le maître est obligé de veiller sur lui-même quand il entreprend l'éducation d'un chien. Ainsi, suppose un moment qu'en instruisant Capi, je me sois abandonnée à l'emportement et à la colère. Qu'aurait fait Capi? Il aurait pris l'habitude de la colère et de l'emportement, c'est-à-dire qu'en se modelant sur mon exemple, il se serait corrompu. Le chien est presque toujours le miroir de son maître, et qui voit l'un, voit l'autre. Montre-moi ton chien, je dirai qui tu es. Le brigand a pour chien un gredin, le voleur un voleur, le paysan sans intelligence un chien grossier, l'homme poli et affable un chien aimable. Mes camarades, les chiens et le singe, avaient sur moi le grand avantage d'être habitués à paraître en public, de sorte qu'ils virent arriver le lendemain sans crainte. Pour eux, il s'agissait de faire ce qu'ils avaient déjà fait 100 fois, 1000 fois peut-être. Aussi mon émotion était-elle vive lorsque le lendemain nous quittâmes notre auberge pour nous rendre sur la place où devait avoir lieu notre représentation. Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine cambrée, et il marquait le pas des 2 bras et des pieds en jouant une valse sur un fifre en métal. Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se prélassait Monsieur Jolicoeur en costume de général anglais, habits et pantalons rouges galonnés d'or, avec un chapeau à claques surmonté d'un large plumet. Puis, à une petite distance respectueuse, s'avançaient sur une même ligne Zerbino et Dolce. Enfin, je formais la queue du cortège qui, grâce à l'espacement indiqué par notre maître, tenait une certaine place dans la rue. Mais ce qui, mieux encore que la pompe de notre défilé, provoquait l'attention, c'étaient les sons perçants de fifres qui allaient jusqu'au fond des maisons éveiller la curiosité des habitants d'Ussel. On accourait sur les portes pour nous voir passer. Les rideaux de toutes les fenêtres se soulevaient rapidement. Quelques enfants s'étaient mis à nous suivre. Des paysans ébahis s'étaient joints à eux. Et quand nous étions arrivés sur la place, nous avions derrière nous et autour de nous un véritable cortège. Notre salle de spectacle fut bien vite dressée. Elle consistait en une corde attachée à 4 arbres, de manière à former un carré long au milieu duquel nous nous plaçâmes. La première partie de la représentation consista en différents tours exécutés par les chiens. Mais ce que furent ces tours, je ne saurais le dire, occupé que j'étais à me répéter mon rôle et troublé par l'inquiétude. C'était à Jolicoeur et à moi à entrer en scène. « Mesdames et messieurs » dit Vitalis en gesticulant d'une main avec son archet et de l'autre avec son violon, « nous allons continuer le spectacle par une charmante comédie intitulée « Le domestique de Monsieur Jolicoeur » où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Un homme comme moi ne s'abaisse pas à faire l'éloge de ses pièces et de ses acteurs. Je ne vous dis donc qu'une chose, écarquillez les yeux, ouvrez les oreilles et préparez vos mains pour applaudir. Ce qu'il appelait une charmante comédie était en réalité une pantomime, c'est-à-dire une pièce jouée avec des gestes et non avec des paroles. Et cela devait être ainsi par cette bonne raison que 2 des principaux acteurs, Jolicoeur et Capi, ne savaient pas parler, et que le 3e, qui était moi-même, aurait été parfaitement incapable de dire 2 mots. Cependant, pour rendre le jeu des comédiens plus facilement compréhensible, Vitalis l'accompagnait de quelques paroles qui préparaient les situations de la pièce et les expliquaient. Ce fut ainsi que, jouant en sourdine un air guerrier, il annonça l'entrée de Monsieur Jolicoeur, général anglais, qui avait gagné ses grades et sa fortune dans les guerres des Indes. Jusqu'à ce jour, Monsieur Jolicoeur n'avait eu pour domestique que le seul Capi, mais il voulait se faire servir désormais par un homme, ses moyens lui permettant ce luxe. Les bêtes avaient été assez longtemps les esclaves des hommes, et il était temps que cela changeât. En attendant que ce domestique arrivât, le général Jolicoeur se promenait en long et en large et fumait son cigare. Il fallait voir comme il lançait sa fumée au nez du public. Il s'impatientait, le général, et il commençait à rouler de gros yeux
comme quelqu'un qui va se mettre en colère. Il se mordait les lèvres et frappait la terre au du pied. Au 3e coup de pied, je devais entrer en scène amené par Capi. Si j'avais oublié mon rôle, le chien me l'aurait rappelé. Au moment voulu, il me tendit la patte et m'introduisit auprès du général. Celui-ci, en m'apercevant, leva les 2 bras d'un air désolé. « Et quoi? C'était là le domestique qu'on lui présentait ?» Puis il vint me regarder sous le nez et tourner autour de moi en haussant les épaules. Sa mine fut si drôlatique que tout le monde éclata de rire. On avait compris qu'il me prenait pour un parfait imbécile, et c'était aussi le sentiment des spectateurs. La pièce était, bien entendu, bâtie pour montrer cette imbécilité sous toutes les faces. Dans chaque scène, je devais faire quelques balourdises nouvelles, tandis que Joli Cœur, au contraire, devait trouver une occasion pour développer son intelligence et son adresse. Après m'avoir examiné longuement, le général, pris de pitié, me faisait servir à déjeuner. « Le général croit que quand ce garçon aura mangé, il sera moins bête, » disait Vitalis. « Nous allons voir cela. » Et je m'asseyais devant une petite table sur laquelle le couvert était mis, une serviette posée sur mon assiette. Que faire de cette serviette? Capi m'indiquait que je devais m'en servir. Mais comment? Après avoir bien cherché, je fis le geste de me moucher dedans. Là-dessus, le général se tordit de rire et Capi tomba les 4 pattes en l'air, renversé par ma stupidité. Voyant que je me trompais, je contemplais de nouveau la serviette, me demandant comment l'employer. Enfin, une idée m'arriva. Je roulai la serviette et m'en fis une cravate. Nouveau rire du général, nouvelle chute de Capi. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où le général, exaspéré, m'arracha de ma chaise, s'assit à ma place et mangea le déjeuner qui m'était destiné. Ah, il savait se servir d'une serviette, le général. Avec quelle grâce il la passa dans une boutonnière de son uniforme et l'étala sur ses genoux. Avec quelle élégance il cassa son pain et vida son verre. Mais où ces belles manières produisirent un effet irrésistible, ce fut lorsque le déjeuner terminé, il demanda un cure-dent et le passa rapidement entre ses dents. Alors les applaudissements éclatèrent de tous les côtés et la représentation s'acheva dans un triomphe. Comme le singe était intelligent, comme le domestique était bête. En revenant à notre auberge, Vitalis me fit ce compliment et j'étais si bien comédien que je fus fier de cet éloge.